Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Dieu Sibassor dans le département de Kaolack. Il est 12h00, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 6 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Sibassor dans le département de Kaolack, les populations sont de jour en jour confrontées à un manque d'eau et pointent du doigt à Flexo. Les pénuries d'eau sont devenues très récurrentes et indisposent les ménages qui ne savent plus à quel sens se vouer. Morcellement du pouvoir de la liberté, le collectif Art Kaolack bat le macadam. Une requête pour casser le bail et annuler l'autorisation de construire. Résidence Khadim Rassoul Darou Marnanou, une rencontre s'est tenue avec l'association des commerçants industriels de Touba dans le but de mobiliser les femmes autour de l'entrepreneuriat et de plaider pour leur émancipation économique. Sur l'international Mali, les jeunes leaders s'opposent à toute dérive autoritaire. Ils exigent le respect de la Constitution et l'inclusion dans la gouvernance. Et puis sport, tenu en échec par les intéristes lors de la demi-finale aller, le Barcelone se déplace à Giuseppe Meazza pour tenter de décrocher son ticket pour la finale. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Keneme assure les opérations techniques à Sibassor. Les populations connaissent de plus de 3 mois de difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. Très remontée, elle pointe du doigt à la société Flexo dans sa mauvaise gestion, n'est-ce pas, Aline Badara Diop? La problématique de l'eau demeure dans la région de Kaolack, une situation qui hante le sommet des populations de la commune de Sibassor depuis plus de 3 voire 4 mois. Ibrahima Ndiaye, plus connu sous le nom de Pa Ibou, habitant de la commune de Sibassor, expose son amertume. Il y a de cela 2 mois, les populations de Sibassor vivent un véritable calvaire de la part de la société Flexio qui, depuis la transition entre Asifor et la société, dans un premier temps, Ofor, pour sous-traiter ça à Flexio, vraiment cause des ennuis aux populations de Sibassor. Nous n'avons ni en quantité suffisante, ni en qualité, et là, nous peinons à avoir un bon approvisionnement en eau. Ces populations très remontées à une situation qui perdure comme tout passé à une étape supérieure pour que les autorités apportent des solutions immédiates. Nous avons prévu, on a déjà fait 2 réunions avec toutes les sensibilités de Sibassor, parce que Sibassor aussi, quand il s'agit des choses essentielles, nous raisonnons en termes de patrie. On met les partis politiques de côté, on reste pour vraiment se débarrasser de cette pandémie, je veux dire. La semaine prochaine, on est convié par les charges de Sibassor pour une réunion d'orientation. Et au sortir de cette réunion, pratiquement, nous avons prévu d'aller voir le sous-préfet de Gandiaye pour une demande d'autorisation de marche pacifique pour crier notre amertume par rapport à cette situation. Les populations de Sibassor indexent du doigt la société Flexo de ce calvaire. Après de multiples rencontres avec les charges de la commune de Sibassor, les populations interpellent le ministre de l'eau et de l'assainissement pour qu'il leur vienne en aide. Ces derniers comptent organiser une marche pacifique dans les jours à venir. Badara Diop, les populations de Sibassor comptent battre le macadam. Les habitants également interpellent les autorités à envoyer le service compétent afin qu'ils viennent constater de visu leur souffrance. Écoutons les propos d'Ibrahima Ndiaye, habitant de cette localité, au micro d'Aline Badara Diop. Vraiment, nous avons le cœur meurtri de voir nos populations de Ganauraï qui restent pratiquement 2 mois sans eau et qui achètent par rapport des charrettes. Donc, vu le coût de la vie qui est si cher, donc nous lançons un appel à l'autorité compétente à l'endroit de notre sous-préfet de Gandiaye, le préfet de Kaolack et le gouverneur de la région de Kaolack. Une médiation avec Flexo et les populations de Sibassor, en particulier Sine Saloum en général. Parce que comme la société dit être incompétente devant cette situation, je ne peux pas comprendre, essayer d'empocher les usagers et en cas de problème se déclarer incompétent. Ça, je me dis que c'est de l'anarchie, c'est de mascarade, c'est une véritable farce à mon avis. Parce que l'histoire de l'eau, vraiment l'eau est source de vie, donc l'eau est un point essentiel. On ne peut pas vivre sans eau et nous nous disons que jusque-là oui, mais au-delà non. On ne va plus se laisser faire devant cette situation et cause pour laquelle Sibassor est aujourd'hui uni comme un seul homme pour essayer de dégager vraiment cette pandémie qui est en train
train de tuer nos populations. Il y a un terme qui revient à chaque fois, le terme de contour flou. Mais je me dis que je lance un appel à la société Flex Eau de nous expliquer qu'est-ce que se cache derrière un contour flou. Je ne peux pas comprendre, à chaque fois c'est le terme qui revient à chaque fois. Donc je me dis qu'ils prient pour que tous les compteurs de Sibassor soient flous. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Donc dans ce cas de figure, un compteur qui est flou, moi je me dis que c'est un compteur qui devient illisible. Et là, nous, population de Sibassor, nous arrivons à lire nos propres compteurs, mais eux les professionnels, donc non, je me dis qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et on n'acceptera plus vraiment ce forcing de la part de Flex Eau et nous disons non vraiment parce qu'on est trop fatigué. Manque criard d'eau potable à Sibassor. Là, vous venez d'entendre les explications d'Ibrahim Ndiaye, habitant de cette localité, qui réagissait au micro d'Alun Badara Diop. Face à la dilapidation des terres de la ville de Kaolack, notamment le boulevard dit de la Liberté, le collectif Art Kaolack est déterminé à défendre les intérêts de Kaolack. Les membres du collectif ont battu le Macadam hier. Alex Diagne, il est coordonnateur du collectif avec Cheikh Tidiane Diagne. Notre marche, l'objet c'est quoi? C'est que nous avons constaté un moment que le boulevard de la Liberté a été morcelé et c'est un boulevard qui appartient au code de collectivité locale qui dit que c'est un réseau routier classé qui ne doit pas y avoir d'emprise au niveau de la nationale. Ça a fait en plus sur la nationale. Nous avons demandé à ce que le bail soit résilié. Pour gain de cause, nous avons eu la résiliation du bail qui a été signée par la CCOD. La CCOD, c'est la commission de contrôle des opérations domaniales qui regroupe au moins quelques 4 à 5 ministères avec quelques 5 directions. C'est au niveau national. Ils ont demandé à ce que le bail soit résilié. Jusqu'à maintenant, l'exécution de cette décision tarde à venir. C'est une décision de 2022. Nous sommes en 2025. Alors jusqu'à maintenant, les propos des autorités locales tardent à agir. Voilà pourquoi nous marchons. Et nous avons constaté aussi que ceux qui sont à l'origine, c'est des gens qui ne sont pas de la région. Ils sont là, ils viennent en affectation et ils repartent avec leur argent. Ils nous massacrent notre terroir, il en faut des trous de souris un peu partout. Voilà pourquoi nous marchons. Et nous voulons que le boulevard soit vraiment libéré. Qu'il soit libéré, que nous les populations, quand même, nous nous sentons quand même responsables de cette... C'est un bijou, hein. Vous vous rendez compte, à Kaolack, on n'a plus un espace comme ça. Et il n'y en a plus. Ça peut servir de terre, ça peut servir de BRT, les enfants vont grandir. Nous autres ici, ce n'est pas notre problème. Certainement, nous sommes en train de marcher. Le plus jeune d'entre nous a au moins 55 ans. Ça ne doit pas être son problème. Nous nous battons pour notre génération future. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut arrêter. Bon, la CCOD qui dit quoi? La CCOD regroupe les représentants du ministère des Finances et du Budget, les représentants des domaines, des directeurs des domaines, des affaires civiles et des SO, c'est-à-dire les marques, le directeur général de l'urbanisme, le directeur général des agences, de l'aménagement du territoire, le directeur général cadastre, le directeur de l'ordonnancement des dépenses publiques, le directeur du matériel et des travaux. Tous ces gens-là ont signé pour dire en fin de compte que le bail soit résilié. Défavorable. Voilà l'avis qu'ils ont émis. Avis défavorable, emprise sur la voie publique, prononcer la résiliation du bail. C'est le document que je vous montre comme ça. Dilapidation des terres de la ville de Kaolack. Art Kaolack entend continuer à défendre les intérêts de la population, déplore le morcellement de cet espace et exige la destruction du bâtiment pour que le boulevard soit libéré. Réécoutons toujours le coordonnateur du collectif, Alex Diagne, toujours au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. Ce que nous attendons des autorités, mais l'exécution simplement, l'exécution, point barre, que le bâtiment soit détruit, que le boulevard soit libéré. C'est tout ce que nous attendons simplement. Ah oui. Qui est le responsable de tout ça? Le responsable de tout ça, nous accusons directement le responsable dans ça. Nous avons vu le bail, c'est le gouverneur Mbeng qui a signé le bail, c'est lui qui a octroyé le bail, Alun Badara Mbeng. Il avait été assisté de son préfet Tchao, c'est lui qui a donné l'autorisation de construire. Nous savons ce que nous disons, nous n'avons pas peur de les prononcer parce que nous savons. Ils ont été assistés par Madame le maire Maria Massa. Ça, nous insistons et nous savons ce que nous disons. Nous n'avons pas peur de les citer, hein? Ça c'est certain, parce que nous savons ce que nous disons. Ce n'est pas pour rien que la CCOD s'est réunie pour dire qu'il faut résilier le bail. Ce que nous voulons, que la décision soit exécutée simplement. Les populations, oui, vous savez, les Kaolack aussi, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas très exigeants. Ça leur fait mal. En tout cas, tout Kaolackois est membre de droit dans ce collectif-là. Il y en a qui sont actifs, il y en a qui ne le sont pas. Simplement. Même vous qui êtes là, vous faites partie du collectif. C'est certain. Libérer le boulevard de la Liberté, Alex Diagne, intervenait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Litige foncier à Mandjongolong, dans la commune de Niaguis, le retour des populations, des déplacés à cause du conflit en Casamance, est plombé par une boulimie foncière. Elle interpelle les autorités. Écoutons Ibrahim Djedjou et Aliou, sont les porte-parole des populations. Ils sont interrogés par Mohamed Sagna. Nous, habitants du quartier de Mandjolong, constitués de familles Djedjou et Sané, étions pendant une vingtaine d'années victimes d'accusations gratuites de diffamation venant de personnes mal intentionnées, dont le seul souci est d'utiliser la crise casamançaise
française pour se débarrasser de nous afin de s'accaparer de nos terres. Il fait venir ses parents de la Guinée-Bissau pour les vendre nos terres en nous traitant d'étrangers dans la zone. Le constat amer est qu'il a privé Mondjolon de tous les avantages de l'État tels que l'électricité, l'eau, la bourse familiale, etc. Il s'est même permis de s'opposer à l'ouverture d'une piste qui mène dans notre quartier. De même, il eut l'audace de nous porter plainte à la gendarmerie de Niaguis en traitant des frères de rebelles. Tous ces agissements vont dans le sens de couvrir la vente et la spoliation foncière dont notre quartier est victime. Pendant que le plan du président Bassirou Diomaye pour la Casamance s'active à accompagner les déplacés, ces trois chefs qui se sont réunis pour s'y opposer à cause de leur occupation illégale de plus de 300 hectares. Nous tenons à informer et à interpeller les autorités administratives de nous aider à retrouver nos terres. Nous attirons leur attention afin d'instaurer davantage un climat d'entente, de paix et surtout de confiance entre les populations de la zone, car ce qui se passe dans l'arrondissement de Niaguis est inacceptable. Maintenant, ce que nous demandons, que nous retrouvons totalement nos terres. C'est plus de 300 hectares. C'est un partage qu'ils ont fait sans nous aviser, sans notre consentement. Et alors que c'est notre terre. Nous interpellons le sous-préfet, qu'il joue son rôle, le commandant de la gendarmerie, qui joue son rôle, le gouverneur. Ils n'ont qu'à faciliter notre retour. Ils n'ont qu'à matérialiser cela parce que nous voulons cultiver nos terres, nous voulons rester ici parce que ici c'est notre terre. La tombe de notre grand-père est toujours là. Donc on ne peut pas quitter ici, on ne peut pas abandonner la terre là. Et nous voulons la paix. Niaguis, nous voici à rue de Paris, Balakos, dans la première capitale sénégalaise, où il est 12h12. Les mesures de sécurité prises par les autorités impactent négativement sur les marchands ambulants et les tabliers. Ces décisions ont nettement ralenti leurs activités commerciales. Boubacar Kamara au micro de Bara Diop. La situation qu'on est en train de vivre actuellement, c'est une situation marrante, comme on le dit, et difficile. Ça fait plus de 2 mois, les ambulants, on vit ça, ça fait plus de 2 mois. Et ça, normalement, nous, on ne s'attendait pas à ça, franchement parler. Parce que nous, on s'attendait, quand tu viens, tu vois des jeunes qui se débrouillent par leurs propres moyens. Normalement, tu dois les accompagner. Mais dans la manière que le déguerpissement s'est passé, tout le monde a vu ça. Et jusqu'à présent, ça fait 2 mois, pas de solution. Et d'une part, ce qui est marrant dans tout ça et ce qui est difficile, aujourd'hui, on ne te permet même pas d'avoir tes marchandises entre les mains. Quand on t'attrape, c'est la police elle-même qui te prend. Donc, nous, aujourd'hui, ce que nous, on demande, et ce qu'on veut, nous, ça, c'est une injustice. Parce que nous, d'une part, comme on le disait souvent, nous ne sommes pas des Chinois ni des Japonais, on est des Sénégalais, des jeunes même qui travaillent. Donc, non seulement, ce qu'on demande au nouveau président, c'est d'être là pour la jeunesse, mais pas seulement pour les ambulants. Parce que c'est la jeunesse, parce que 90% des ambulants sont des jeunes. Et donc, ce que nous, on demande simplement au nouveau président, premièrement, d'être là pour nous. Deuxièmement, de ne pas prendre des décisions derrière nous. Tout ce qu'il veut entreprendre et employer comme décision, il n'a qu'à le décider avec nous ensemble. Boubacar Kamara qui réagissait au micro de Bara Diop depuis Saint-Louis. Bambey, dans la région de Diourbel, la section de l'ISFAR ont tenu un point de presse pour exiger le recrutement et l'audit des fonctions de service. Moustapha Fall de l'ENSA Bambey réagit au micro de Mahmoud Moustapha Mbaye. En fait, dans un contexte urgent de lutte contre les changements climatiques et de réduction des GS dû à la déforestation et à la dégradation des sols, il est inadmissible qu'un service aussi important que le service des eaux et forêts soit autant négligé. En fait, le service connaît depuis des années un déficit de personnel qui est permanent et dont aucune mesure de correction a été prise par les autorités compétentes. Le rapport de la Cour des comptes de 2022 a révélé un déficit de près de 1980 éléments, au moment où des ingénieurs de travaux sont formés ici à l'ISFAR et qui sont laissés au chômage. Fort de ce constat, nous réclamons un recrutement immédiat et effectif de l'ensemble des ingénieurs de travaux chômeurs. Ceci n'est tout simplement que la première étape de la lutte. Ce point de presse marque le premier point de la lutte. Et si des mesures de correction ne sont pas apportées dans les plus brefs délais, nous passerons bien évidemment à l'étape supérieure. Nous constatons quelque part du laxisme et de la négligence de la part du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Lors de notre dernier entretien avec le ministre, il a osé affirmer que l'ISFAR ou encore l'ENSA ne sont pas des écoles aptes à former des forestiers, en évoquant une raison peut quand même qualifiée d'insuffisante, puisqu'il a dit que ces écoles ne peuvent pas former des forestiers parce que tout simplement elles se trouvent dans la zone éco-géographique du bassin arachidier. Alors que l'ISFAR est aujourd'hui la première école agronomique qui a été implantée en Afrique de l'Ouest et reste le seul et unique centre de formation pour les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, Maboul Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit sur la référence. Le syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal exige à la commission de leur définir le sort des 9000 employés municipaux. Selon Papsar, il y a des non-dits et demande l'intersyndicale des explications après avoir été reçu par le ministre. Concernant les emplois municipaux, je peux parler des avancements. Les avancements que depuis fort longtemps, les emplois municipaux sont allés à grève pour régler ce problème. Bon, c'est vrai que l'intersyndicale a rencontré le ministre et sa délégation et des propos se sont tenus. Mais le constat est qu'il y a beaucoup de non-dits que nous n'avons pas compris. C'est vrai, d'après le compte-rendu que nous avons reçu venant de l'intersyndicale, à partir du 1er mai, les avancements que nous avons réclamés depuis fort longtemps et que l'article 29 de la loi 2008-011 sera mise en vigueur à partir du 1er mai. Mais d'après les explications et notre compte-rendu que nous avons obtenu, l'État est en train de travailler à base de 7000 et quelques agents. Les 1000 et quelques qui avaient fait l'audit de 2014 et les 7000 et quelques qui, le paiement sera généralisé en fonction de 80 000 et sera augmenté au fur et à mesure du diplôme présenté. Mais ce qui est un peu douteux, les emplois municipaux sont au nombre de 16 000 et quelques. Si vous faites le cumul entre les 1000 et quelques qui avaient fait l'audit de 2014 et les 6 000 et quelques, cette somme vous donne 7 000 et quelques agents. Ce qui nous fait douter, les agents municipaux font 16 000, ce qui veut dire que 9 000 et quelques agents ne sont pas encore tenus en compte. Nous poussons à la commission, avant de signer n'importe quel protocole, de nous définir le sort de ces 9 000 et quelques agents restants. Parce que aussi, c'est des employés qui ont des CDI légalement recrutés par les maires, approuvés par les préfets. Donc, je pense que cette mesure qui doit payer les employés municipaux doit les affecter au moins. Mais jusqu'à présent, il y a des non-dits et nous n'avons pas compris jusqu'à présent le sort de ces 9 000 agents. En tout cas, on demande à l'intersyndicale qui a été reçu par le ministre de nous expliquer le cas de ces agents restants, le cas des nouveaux retraités. Il faut aussi en parler. Ça, vraiment, c'est des problèmes vraiment qui font qu'on veut des explications venant de l'État. On veut des explications venant de l'intersyndicale parce qu'il y a des doutes et on ne comprend pas. Papsar sur le sort réservé des 9000 employés municipaux. Restons le secrétaire général de Sitelec, Habib Aïdara, sur le pacte de stabilité sociale signé avec le gouvernement. Le secteur de l'énergie n'a pas été associé à l'élaboration du pacte et cela ne les engage pas en tant que travailleurs de la Sénélec. La Sénélec rejette ce pacte selon Habib Aïdara, le secrétaire général de Sitelec. On se démarque pour deux raisons. La première est qu'au niveau de l'UNSAS, nous avons tenu le bureau exécutif national. Le samedi passé, nous nous sommes réunis et tous les syndicats de base étaient contre le principe de signer le pacte de stabilité sociale. Donc, normalement, la secrétaire générale devait partir au niveau de ces négociations avec la position de l'instance. Mais à notre grande surprise, on a vu que le pacte a été signé, sans pour autant que nous ayons l'information ou bien que le secrétaire général ait l'onction de la base. La deuxième raison est que nous pensons que quand nous devons signer un pacte de stabilité sociale, les centrales syndicales devraient poser les vrais problèmes du monde du travail, à savoir une augmentation généralisée des salaires avec l'inflation et le coût de la vie, ensuite demander une baisse drastique de l'impôt sur le revenu, demander la baisse des prix des produits de première nécessité, la baisse du prix de l'électricité et du carburant et les produits de première nécessité. L'État devait s'engager à régler ces problèmes sur les 3 ans. Mais j'ai comme l'impression que les gens se sont accordés sur des régularisations de travailleurs qui ont été licenciés, sur l'application d'accords et sur des choses qui ne nous lient pas. En tout cas, nous, au niveau du secteur de l'énergie, nous n'avons pas été associés à l'élaboration du pacte. Nous n'avons pas vu nos préoccupations retracées dans le pacte. Ce pacte ne nous engage pas, nous, en tant que travailleurs de Sénélec. Nous en avons donné le ton à l'occasion du 1er mai, parce que d'abord, nous avons en gestation la mise en place d'une fédération des syndicats des travailleurs de l'énergie, des hydrocarbures, du pétrole et du gaz. C'est pour former un bouclier pour faire face. La deuxième chose est que nous ne sommes pas le seul syndicat au niveau de l'UNSAS qui se démarque de cette signature. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il va falloir dérouler comme plan d'action. À l'instant, le secrétaire général de Sitelec, Habib Aïdara, sur le pacte de stabilité sociale. L'ex-secrétaire général du SAES, le professeur Bouba Diop, revient sur le pacte social et les modalités de saisine et son impact.
C'est sûr qu'un pacte qui est signé aura un impact. Maintenant, il faut le souhaiter, un impact positif. Les impacts peuvent être également des impacts négatifs, non seulement entre les partenaires qui ont signé, mais aussi entre les organisations elles-mêmes et militants des adhérents. Donc, à l'heure de l'évaluation, ça sera fait. Mais c'est sûr qu'un pacte, il est important parce que pacte signifie que des partenaires se reconnaissent mutuellement, se respectent et ont confiance. C'est ça un pacte. Parce que quand on signe un pacte, c'est qu'on sent qu'il y a des problèmes, on reconnaît quand même, on doit discuter, qu'on doit se respecter, on postule qu'on a confiance. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir les modalités de saisine, parce que quand il y a un pacte, c'est un pari positif sur l'avenir, mais quand il y a problème, on doit définir la saisine, comment régler les différences s'il y a violation par un des acteurs, parce que c'est pas seulement deux acteurs, c'est multi-acteurs. Donc si un des acteurs fait ce qui n'est pas conforme, on doit traiter enfin la durée et le moment d'évaluation. C'est bon d'avoir un pacte, il faudra évaluer de temps en temps et faire une évaluation définitive parce que ça a une durée et ensuite reformuler d'autres pactes si c'est nécessaire. Donc voilà, mon expérience, c'est qu'il faut voir le texte dans le détail et maintenant, c'est une très bonne chose. Parce que mieux vaut avoir un pacte que de ne rien avoir et qu'on agit comme dans la jungle. Un pacte, c'est un signe de civilisation, de civilité, donc de confiance. C'est une très bonne chose. À l'instant, l'ex-secrétaire général du SAES, le professeur Bouba Diop, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée à Ziguinchor, les acteurs des médias se sont prononcés, notamment sur la percée de l'intelligence artificielle, suivant les réactions de Croise, Max et Jean, au micro de Mohamed Sagna. La liberté de la presse en ce moment, elle n'est pas du tout favorable. Si je peux m'exprimer ainsi, je pourrais dire elle recule, cette liberté de la presse, vu ce que traverse depuis l'avènement de ce nouveau régime, les organes de presse ou bien les entreprises de presse en quelque sorte. C'est des difficultés. C'est vrai que tout journaliste voudrait qu'il y ait la réforme nécessaire, mais cette réforme, à mon avis, devrait être accompagnée. Ce n'est pas ce champ de guerre ou bien de tiraillement qu'on attendait, surtout des autorités. C'est vrai que Reporters sans frontières a fait son rapport. Le Sénégal a gagné 20 points de plus par rapport à 2024. Mais si nous revenons à cette situation présente, ces chiffres-là devraient être revus, à mon avis. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faudrait que nous, journalistes, nous ayons un recul parce qu'on ne doit pas laisser l'intelligence artificielle prendre le dessus sur notre travail. Parce que, quoi qu'on puisse dire, pour moi, la machine ne peut pas remplacer l'homme en certains moments. Des conventions d'État entre la presse et les tenants du pouvoir qui ont été rompues. Nous avons vu également le CEDEPS, la convention des éditeurs de presse du Sénégal, qui est montée au créneau pour dénoncer cette situation de fait. Également, nous avons vu la CAP, la FAX, des organisations, des médias qui ont pris le taureau par les cornes pour défendre les intérêts matériels et moraux des journalistes. Darou Minam, Darou Marnan, dans la ville Saint-Éoulier, 12h22, les femmes entrepreneurs de Touba circonscrites, dont l'association Assis, demandent aux autorités d'alléger les procédures au financement, non sans rappeler que seules 2 femmes sur 100 accédant à ces financements, n'est-ce pas, Mamadou Moustapha Mbaye? Une grande manifestation organisée par les femmes de l'Assis de Touba, une initiative qui avait pour objectif de mobiliser les femmes autour de l'entrepreneuriat et de plaider pour leur émancipation économique. Anta Gueye Sokhna Yassine Diop. C'est une association qui vient de naître et nous sommes en train de nous débrouiller pour faire quelque chose. Nous ne voulons plus tendre la main, c'est pourquoi nous avons mis en place un fonds avec 2 millions de francs CFA. Nous nous sommes débrouillés avec ces 2 millions pour avoir aujourd'hui 4 millions de francs CFA et nous finançons les femmes à hauteur de 100 000 francs CFA. Maintenant, nous demandons un soutien à l'État du Sénégal parce que pour accéder au financement, les procédures, c'est compliqué alors que nous sommes des femmes braves. Aujourd'hui, il n'y a que 2% de femmes qui bénéficient de ces financements. Ces déclarations ont résonné comme un appel à briser les dépendances financières et à valoriser le rôle des femmes dans le développement économique local. Les participantes ont aussi unanimement réclamé un accès simplifié aux mécanismes de financement public et privé, soulignant les obstacles administratifs et culturels auxquels elles font face. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Merci à Mamadou Moustapha.
Moustapha Baye. Retour dans la ville de Mbossé Koumba Djiguen où la chaleur est souvent source de beaucoup de difficultés liées au port du vêtement, aux fortes températures. Les cotons et autres tissus pas trop lourds sont privilégiés. C'est un reportage signé Ndeye Cissé. À Kaolack, il fait très chaud, le constat est unanime. Si les plus jeunes essaient de s'adapter avec les habits à leur disposition et suivant le temps et le mode vestimentaire, l'exercice est un peu plus difficile pour les adultes face aux rigueurs de la vie réelle entre le monde du travail donc professionnel et le style qu'il faut face aux aléas climatiques. Trouvé dans son complexe d'ateliers de couture et de boutiques de vente de tissus, Lamine Diaw, interrogé sur la préférence des clients en cette période de forte chaleur à Kaolack, nous confie que les tissus en coton sont très sollicités, de même que le voile. En général, tissu coton et voile, même fait que tissu là, en général, tissu jipiri am touré. Maguette Sarr nous dit avoir retrouvé des astuces pour bien gérer les fortes températures quand elle va au travail avec du tissu qui aide à s'adapter. Toujours coton moo muy gënal man damay jël sama ay maylus rek baax na ci torop ak val coton yi ak cotonnade bi ak anglais bi yoy dal mom baax na ci tangay bi torop. Si certaines personnes, hommes ou femmes, essaient de bien gérer la chaleur à travers leur habillement, d'autres par contre qui aiment bien être zappés comme on dit, ne s'encombrent pas de la réalité du climat. Si amna ñoo xamné mom ñu ko sentiré rek. Ndeye Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens, 12h26 à Bamako. Actualité internationale. Sur l'international, Mali, les jeunes leaders s'opposent à toute dérive autoritaire. Ils exigent le respect de la Constitution et l'inclusion dans la gouvernance. Les jeunes leaders de la société civile et de la scène politique se réunissaient devant la maison de la presse dans la capitale malienne. L'objectif était le même que celui du meeting de leurs aînés. Ils réclamaient le retour à l'ordre constitutionnel, un rassemblement qui ont une nouvelle fois tenté d'empêcher les forces de l'ordre, mais également des jeunes manifestants pro-junte. Actualité internationale. Le Mali, où après les révélations, l'enquête avance dans le drame de Sébabougou. Le 12 avril dernier, l'armée malienne et ses partenaires de Wagner arrêtaient une centaine de personnes dans ce village de la région de Kayes, dans le sud-ouest du pays. Par la suite, comme RFI l'avait révélé, une soixantaine de corps étaient retrouvés près du camp militaire de Kouala, parmi lesquels des habitants de Sébabougou ont pu être identifiés. Des informations qui sont depuis parvenues aux experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ils dénoncent des exécutions sommaires. Actualité internationale. Ils étaient des centaines rassemblés à Lomé à l'appel des partis d'opposition mais également de la société civile. Rassemblement pour dire non à la prestation de serment de l'ancien président de la République qui a donc changé de fonction samedi au gré de la nouvelle constitution sans pour autant renoncer au contrôle de la plupart des leviers de l'État. Actualité internationale. Le Tchad où cela fait 2 mois jour pour jour que notre confrère Olivier Monodji est derrière les barreaux. Le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, également l'un des correspondants de RFI, est notamment poursuivi pour intelligence avec une puissance étrangère. Il a vu sa demande de remise en liberté provisoire repoussée. Sa défense estime que le dossier est vide et il a reçu le soutien de l'ensemble des syndicats de la presse tchadienne ainsi que d'organisations internationales de défense de la liberté de la presse. Actualité internationale. Essentiel, leur travail permet de réduire la mortalité maternelle et infantile. Problème, le monde est confronté à une véritable pénurie de sages-femmes. Il en faudrait 900 000 partout sur le globe en plus, et en particulier en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Florence Mounouro est présidente du comité régional pour l'Afrique de la Confédération internationale des sages-femmes. Elle rappelle que le métier est trop souvent perçu comme secondaire dans les établissements de santé. Actualité internationale. Eh bien, la réponse est non, selon une vaste étude qui révèle que la moitié de la population africaine n'a tout simplement jamais entendu parler du réchauffement climatique. Pire, près de la moitié d'entre eux estiment que la question ne les concerne pas vraiment, un véritable paradoxe, alors que l'Afrique est l'une des principales victimes des effets du dérèglement du climat et que les pays du continent figurent parmi les plus petits émetteurs de gaz à effet de serre, les plus grands émetteurs étant les pays les plus riches et les plus développés. Ils sont donc les principaux responsables de cette situation et parmi les États étudiés dans ce rapport, la Guinée, et vous allez l'entendre, les témoignages recueillis dans les rues de Conakry semblent en effet corroborer les résultats de cette enquête. Actualité internationale et sport.
Une page sportive que nous ouvrons avec la CAN U20 qui se déroule actuellement en Égypte. Le tenant du titre, le Sénégal, a été battu hier par le Ghana sur le score d'1-0. La République centrafricaine a été battue par la RDC 3-1 ce soir à 15h. Zambie joue la Tanzanie. Sierra Leone joue Afrique du Sud à 18h. Retour chez nous, suite de la 22e journée de la Ligue 1. Hier, Linguère de Saint-Louis et US Ouakam ont fait match nul 1 but partout. Au classement, le Giraffe de Dakar est toujours leader avec 40 points, suivi de US Gorée. Walidan est 3e. Au bas du tableau, on retrouve Oslo FA et Diamono de Fatick au classement des meilleurs buteurs. Pape Doudou Diallo est actuellement meilleur buteur avec 8 réalisations, suivi de Moussa Diallo, 7 réalisations. Quittons les pelouses pour rejoindre les plages. Mondial Beach Soccer hier, Bélarus écrase Guatemala 12-3. Paraguay bat Mauritanie 9-5. Japon écrase Seychelles 10-2. Iran perd devant Portugal 5-7 ce soir. Seychelles, Italie, Sénégal, Chili, Oman, Brésil, Tahiti, Espagne. Ligue des champions, demi-finale, retour ce soir. Inter Milan joue le FC Barcelone. Rappelons qu'à l'aller, les deux formations se sont quittées sur le score de 3 buts partout. L'équipe nationale U18 du Sénégal va prendre part à un tournoi international de développement organisé par UEFA en Suisse. Cette compétition entre dans le cadre du programme de développement de football des jeunes piloté par l'instance européenne. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 2046 par Ndeye-Fatou Cissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec le quotidien Yor qui faisant mention de ce qu'il appelle les médias mensonges de Jeune Afrique concernant le contre-rapport s'interroge en se demandant s'il y a une taupe de l'APR au sein de la Cour des comptes. Libération qui s'intéresse au rapport de la CENTIF sur Joyce Forex Limited et ses partenaires de mentionner que le parquet financier piste des opérations suspecte de plusieurs milliards. Audition au fond, l'Observateur évoque ce matin ce qu'il appelle le grand déballage de Tabaskingom. Et puis dans sa parution, l'Obs livre également à ses lecteurs le contenu d'un entretien avec l'ex-président de la Cour d'appel de Kaolack, Ousmane Kane, relevant les vérités de l'ancien au magistrat s'intéressant à l'examen de la résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mansour Faye, Ismaël Madior Fall et compagnie. Sud Quotidien mettant l'accent sur le temps parle de 48 heures chrono, financement des partis politiques. Le quotidien national Le Soleil qui scrute ce matin la question n'y voit, je cite, qu'un flou persistant. Entreprise de presse en difficulté quand Abbas Fall occulte le vrai problème barre à sa une. Direct News. La Tribune dans le bassin arachidier alerte sur une famine qui guetterait les paysans et pour cause, dit le quotidien du groupe des médias. Ces derniers confinés entre greniers vides et cherté des denrées. Menace de grève tout azimut, le pacte déstabilisé, le titre par la une de Walf Quotidien. Désenclavement des communes par la réalisation des pistes, réalisation de centres de formation technique et professionnelle polyvalents, construction d'ouvrages hydro-agricoles, construction de centres de santé. À la une de l'info, les exigences des maires pour une cohabitation réglementée avec les ICS. À la une de l'AS, le manque de kits de dialyse qui plonge dans une situation de danger. 96 malades au hangar des pèlerins. Sport CAN U20, battu par le Ghana, les Lionceaux se compliquent la tâche. Titre Réumi Quotidien Sport Plus. Battu par le Ghana, le Sénégal tout près de l'élimination. Note Tribune Sport. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce matin, en jetant notre regard à la parution de Enquête qui met le focus sur les premiers chiffres de Diomaye Sonko en ce qui concerne les ressources naturelles rendues publiques par le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. 236 milliards francs CFA au premier semestre 2024 renchéris. À ce propos, Réumi Quotidien, avec 117 permis semi-mécanisés délivrés entre 2021 et 2024, le Sénégal entre dans le cercle fermé des puissances énergétiques, se réjouit la publication. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodoussek Kenemé. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye-Fatou Cissé.
était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 26 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Sibassor, dans le département de Kaolack, les populations sont de jour en jour confrontées à un manque d'eau et pointent du doigt Flexo. Les pénuries d'eau sont devenues très récurrentes et indisposent les ménages qui ne savent plus à quel sens se vouer. Morcellement du boulevard de la Liberté, le collectif Art Kaolack Bal Makadam, une requête pour casser le bail et annuler l'autorisation de construire. Résidence Khadim Rassoul de Darou Marnan, où une rencontre s'est tenue avec l'association des commerçants industriels de Touba dans le but de mobiliser les femmes autour de l'entrepreneuriat et de plaider pour leur émancipation économique. Sur l'international, Mali, les jeunes leaders s'opposent à toute dérive autoritaire. Ils exigent le respect de la Constitution et l'inclusion dans la gouvernance. Et puis sport tenu en échec par les interistes lors de la demi-finale aller, le Barcelone se déplace à Giuseppe Meazza pour tenter de décrocher son ticket pour la finale. Au vu des quotidiens mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellent sur des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.